Je vous propose de démarrer notre dernière séquence de ces 2 jours des Future Days 2018 avec un programme particulièrement riche et intéressant cet après-midi autour des questions d'efficacité énergétique et de modélisation. Je dis les choses un peu simplement, mais ça, on y verra plus clair avec nos différents intervenants et intervenantes que je remercie d'avoir répondu présent. Et ensuite, on aura quelques mots de clôture de ces 2 journées de travail qui ne seront pas simplement formelles, mais qui permettront de donner un peu le ton et des orientations stratégiques pour les travaux de l'année prochaine, puisqu'il y aura aussi une édition des Future Days en 2019, comme il y en a une l'année dernière. Je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, juste un mot. Il y a une traduction qui est proposée, mais les interventions cet après-midi seront en français. Mais pour nos amis anglophones, la traduction est toujours là. Donc, toujours merci aux interprètes. Michel Salem-Serman est directeur général de l'Institut d'excellence Efficacity, est avec nous. Et nous démarrons cet après-midi de travail avec lui autour d'une présentation des enjeux d'efficacity, mais aussi des enjeux d'efficacité énergétique à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, et au-delà de ça, des projets de recherche et des premiers résultats et découvertes liés à l'écosystème de recherche et de R&D d'efficacity. Michel, je te laisse la parole. Merci Nicolas. Merci à Philippe et Cécile également de permettre à Efficacity de présenter ses réflexions et ses premiers travaux cet après-midi. Ça illustre le fait que Efficacity essaye de plus en plus de se positionner comme un élément structurant de la future grande université Gustave Eiffel en apportant cette compétence autour de la transition énergétique qui est un des sujets de la ville, mais c'est un sujet important. Donc je vais évoquer les enjeux sur lesquels nous travaillons en commençant en allant du plus général au particulier, par rappeler quels sont les grands enjeux de la transition énergétique de la ville, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet. Donc vous voyez, la ville, je ne vous apprends rien, est une part de plus en plus importante de l'activité humaine en général. On est à moitié-moitié depuis peu et on va avoir une augmentation du monde urbain de 50% avant le milieu du siècle. Ce qui est important par rapport à notre sujet de la transition énergétique, c'est que la ville est responsable, on va dire, de la moitié du problème, si on appelle bien sûr le changement climatique un problème. Pourquoi ? Parce que globalement, la consommation d'énergie et les émissions de CO2 sont dues pour moitié, c'est assez schématique, mais pour moitié environ, aux différentes activités que l'on trouve en ville et qu'on trouvera de plus en plus en ville. Donc ça veut dire que c'est là qu'il faut mettre l'effort en particulier. Et la France, bien sûr, depuis la COP21, se veut être un des leaders dans ce domaine. Alors par rapport à ça, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes en retard par rapport à la trajectoire que l'on s'est fixée au niveau international pour limiter à 1,5 degré les hausses de température à la fin du siècle. Et le dernier rapport du GIEC que vous devez connaître dit qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire si on continue les actions au rythme auquel on les voit aujourd'hui. Et en fait, ça concerne beaucoup de pays, dont la France. Et donc la France également est en retard. Ça, c'est le dernier rapport du CESE de mars 2018 qui le dit. Et on est en retard sur la plupart des sujets, en fait, sur l'amélioration, le verdissement du mix énergétique, sur la réduction des consommations d'énergie. Alors, c'est dû à un grand nombre de facteurs. Un des facteurs, et c'est celui qui nous intéresse, c'est que ça se passe, la transition énergétique des villes, comme on peut s'en douter, ça se passe sur les territoires. Et l'acteur majeur des territoires, l'acteur territorial, les collectivités territoriales, ses partenaires, ses outils, les aménageurs, ses partenaires publics et privés, ce maillon-là est un des maillons faibles du système. C'est le rapport qui le dit. C'est ce que l'on constate aussi au quotidien au niveau d'Efficacity. Alors pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons, mais voilà, je donne une raison qui est vraiment, encore une fois, notre quotidien dans les relations étroites que l'on a avec beaucoup de collectivités, c'est que le champ des possibles, tout ce que l'on peut faire en matière d'efficacité énergétique à différentes échelles, le champ des possibles s'est énormément élargi ces dernières années. Et les acteurs qui proposent des solutions aux collectivités se sont très largement diversifiés également, ce qui fait que les collectivités sont très impliquées, très mobilisées sur ce champ de la transition énergétique, souvent recrutent des personnes. Elles ont, pour les collectivités d'une certaine taille, elles ont Monsieur Transition énergétique, elles ont la mission de transition énergétique, mais elles sont perdues, en fait. Elles sont souvent perdues et souvent même en manque de confiance par rapport à ces offreurs de solutions. Alors évidemment, ce n'est pas un cadre favorable pour, au contraire, accélérer les investissements, ce qui est nécessaire pour être sur la bonne trajectoire. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on pense qu'il y a quand même des solutions. Alors, ce n'est pas la méthode Coué, c'est qu'on pense qu'il y a des vraies raisons. Et la vraie raison, c'est que quand on constate ce que l'on a réussi à faire depuis une vingtaine d'années au niveau du bâtiment, on voit qu'on a aujourd'hui des compétences, des outils, des retours d'expérience qui nous permettent, à l'échelle du bâtiment, de faire des objets qui soient très performants. Maintenant, ça devient la norme, on va dire. Et en fait, beaucoup des sujets qu'on a à traiter à l'échelle du quartier sont des sujets qui ne sont pas les mêmes qu'à l'échelle du bâtiment, mais on peut s'inspirer de l'approche qui a été faite sur tout un tas de sujets à l'échelle du bâtiment, et si possible en allant plus vite. Et donc c'est vraiment à ça que nous croyons, et c'est là-dessus que nous travaillons au sein d'Efficacity, autour de 3 grands enjeux, que je vais détailler ensuite, juste après une diapo par enjeu. Ce qu'il faut faire pour aider les acteurs à accélérer les investissements en matière de transition énergétique, il y a essentiellement 3 choses. Leur donner les moyens d'avoir les meilleurs projets possibles, et c'est en phase de conception que ça se joue. C'est évident, c'est en phase de conception qu'on a des marges de manœuvre. Et donc, il faut outiller les acteurs pour qu'ils puissent concevoir les meilleurs systèmes énergétiques à l'échelle des quartiers. Et ce n'est pas trivial parce que ce n'est pas juste l'addition de bâtiments très performants. C'est beaucoup plus que ça, puisque ça nécessite de prendre en compte les réseaux d'énergie. Il y a différents types de réseaux, j'y reviendrai. C'est une réelle complexité, mais on parlait de modélisation, Nicolas évoquait ce mot. La capacité que l'on a eue à développer des outils de modélisation et de simulation très fins à l'échelle du bâtiment, on voudrait faire la même chose à l'échelle du quartier. Et donc aider les collectivités à concevoir les meilleurs projets possibles sur le plan énergétique. Toujours dans cette phase de conception, pour faire les bons choix, il ne faut pas juste comparer le coût du projet en investissement, en exploitation, et puis les consommations d'énergie en phase d'exploitation. Il faut mesurer les impacts environnementaux de façon globale, de façon, je dirais, honnête, même en quelque sorte. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire l'impasse sur un certain nombre d'impacts environnementaux, et c'est ce qu'on appelle l'analyse globale des impacts environnementaux, l'analyse en cycle de vie. C'est ce qu'on sait faire à l'échelle du bâtiment, c'est même obligatoire maintenant. Vous avez sans doute entendu parler du label E+C-. C'est ce qu'on voudrait faire à l'échelle du quartier. C'est très complexe puisqu'il y a énormément de phénomènes à prendre en compte, mais c'est aussi la seule façon de faire les bons choix en toute connaissance de cause, puisqu'il faut toujours trouver un compromis entre le coût du projet et l'impact environnemental. Et l'impact environnemental, il faut l'objectiver, et ça nécessite également d'outiller les collectivités et leurs partenaires pour faire ça. Et le dernier sujet sur lequel je voudrais dire un mot, c'est qu'on peut avoir le meilleur projet. Ensuite, est-ce que les résultats sont au rendez-vous ? C'est rarement le cas, mais après, on peut ajuster les choses. En tout cas, cette incertitude sur les résultats est aussi un frein à l'investissement. Et l'objectif serait de rassurer tous les acteurs en offrant une certaine garantie des performances dans la durée, comme on l'a à l'échelle du bâtiment avec les contrats de performance énergétique. Et donc, ce que l'on voudrait mettre au point, ce sont des CPE, contrats de performance énergétique, à l'échelle des quartiers. Et là, il y a un gros travail à faire, mais tous les acteurs demandent ça. Donc, je vais vous détailler rapidement chacun de ces enjeux. Avant, pour que vous compreniez mieux, et ce n'est pas juste pour la minute de publicité, je vais vous dire un mot d'Efficacity, puisqu'ensuite je vais vous dire sur chacun de ces enjeux un peu ce que nous faisons. Alors, Efficacity, comme je l'ai dit un peu au début, on souhaiterait de plus en plus se positionner pour aider la grande université Gustave Eiffel à développer cette compétence qui est complexe, qui fait appel aussi à beaucoup de compétences en termes de transition énergétique.
Et donc, vous voyez, voilà, quelques éléments sur la fiche d'identité d'Efficacity. Je mentionne juste deux points qui font un peu notre originalité. Le premier point, c'est que nous menons des travaux de recherche appliqués en lien étroit avec des territoires. Et du coup, on appelle plutôt notre activité recherche-action, donc R&A, plutôt que R&D. Alors, ce n'est pas révolutionnaire, hein, beaucoup d'acteurs font ça, mais on le fait vraiment systématiquement. Et vous voyez les deux cartes, je les ai mises petits exprès pour ne pas vous les détailler, parce que j'aimerais bien vous raconter tout ce que l'on fait, tous les partenariats que nous avons, mais ces deux cartes, c'est juste pour illustrer que nous avons maintenant des partenariats avec beaucoup d'acteurs, pas qu'en Île-de-France. Hein, petit à petit, nous avons développé des partenariats dans la France entière qui nous permettent très tôt de tester en fait ce que nous faisons au 5e étage du bâtiment Bienvenue et de rectifier le tir, d'être plus pertinent, plus rapidement, en travaillant en relation étroite avec des projets, avec des acteurs territoriaux, avec des industriels, tous ceux qui sont en charge d'accélérer cette transition énergétique. Donc ça, c'est première originalité, même si tout le monde fait ça, mais on pousse cette logique au bout. La deuxième originalité, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire intégrée, public-privé, et même plus large que ça. Donc vous voyez l'ensemble des acteurs publics et privés qui contribuent à enrichir nos équipes. C'est un défi au quotidien, bien sûr, de faire travailler tous ces acteurs ensemble, mais c'est une vraie richesse. Donc voilà ce qu'est Efficacity. Maintenant, un mot sur chacun des trois enjeux. Le premier, aider à concevoir des quartiers à très haute performance énergétique. Alors, il y a trois mots que j'aime bien, que j'ai appris quand je travaillais à Londres, à l'époque où le Grand Londres mettait au point sa stratégie énergétique. Et les Anglais, vous savez, sont très forts pour être très concis et puis très percutants. Et on retient bien ces trois mots. Donc voilà, la stratégie, notre stratégie à l'échelle des quartiers, c'est ça, Mean, Lean, Green. Donc Mean, c'est la sobriété, donc essayer de limiter à la base les besoins. Lean, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que pour répondre à ces besoins, il y a un certain nombre de systèmes, de technologies qu'on veut mettre en place qui soient les plus efficaces possibles, avec les meilleurs rendements possibles, ce qui permet de limiter la production que l'on doit mettre en place pour répondre à ces besoins. Et cette production, au final, on la veut la plus green possible, donc ça veut dire le meilleur mix énergétique avec à la fois énergie renouvelable, énergie de récupération. Donc voilà, c'est pas très original, mais là vous avez la stratégie complète de la plupart des pays, de la plupart des villes, et on applique ça au niveau d'Efficacity. Donc à chaque fois, on essaye de voir est-ce qu'il y a besoin d'outiller les acteurs. Parfois non, parfois oui. Donc sur la partie mine, en fait, quand on parle de sobriété, c'est dans les bâtiments que ça se passe. C'est dans les bâtiments, pour l'essentiel, que l'on consomme de l'énergie. Je mets à part la mobilité, bien sûr. Donc c'est dans ce bâtiment, vous voyez, qui est particulièrement performant sur le plan énergétique. On n'a jamais froid l'hiver, on n'a jamais trop chaud l'été. Et donc, c'est évidemment compliqué parce que des bâtiments qui ont été construits il y a plusieurs dizaines d'années nécessitent d'être rénovés, ce qui pose des problèmes non pas tant techniques, mais plutôt de modèle économique. Et ce qu'on souhaite également, c'est que toutes les nouvelles constructions soient les plus performantes possibles. On sait parfaitement le faire au niveau d'un bâtiment. Le faire à l'échelle d'un îlot ou d'un petit quartier, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'interactions d'un bâtiment à l'autre. Et donc, on travaille sur les mises au point d'outils numériques d'aide à la conception d'îlots performants, de cadres bâtis performants sur le plan énergétique, et puis bien sûr sur le plan du confort, de la qualité d'usage. C'est d'ailleurs un des projets qu'on espère développer à plus grande échelle dans le cadre d'un appel à projet de futur. Donc, premier point, limiter les besoins en amont au niveau du cadre bâti. Deuxième point, l'efficacité des systèmes. Donc les systèmes énergétiques, c'est toutes les technologies que vous pouvez imaginer, que vous allez mettre en place au niveau des réseaux et de tout type de réseaux. Donc on parle des réseaux multivecteurs, électricité, chaud, froid, gaz. Donc tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer l'efficacité de ces systèmes, les champs du possible sont tels que un bureau d'études ne sait pas facilement vous donner la solution en vous disant, sur ce quartier de la Cité des Cartes, qui est un quartier qui va continuer à s'urbaniser, c'est quoi la bonne solution énergétique? C'est quoi l'optimum? Très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des milliers de solutions en fait, et on ne peut pas facilement les comparer finement. Et donc il faut aussi outiller les collectivités et leurs partenaires pour arriver à faire ça. Donc on développe avec tout un tas d'acteurs compétent, un outil, PowerDis, qui répond à ça, qui est l'équivalent de ce qu'on fait au niveau du logement, des bâtiments. Ça s'appelle un outil de simulation énergétique dynamique.
Voilà, les outils de SED ou STD, qui sont des grands classiques à l'échelle du bâtiment. On est en train d'inventer la même chose à l'échelle du quartier. Donc, on travaille en particulier avec le CSTB, qui a développé le moteur de calcul, et puis tout un tas d'industriels qui sont très compétents, chacun sur leur domaine, EDF, Engie, Veolia, etc. Mais là, on parle d'optimiser en regardant l'ensemble des vecteurs électriques, chaud, froid, gaz possibles. Et donc, il faut finalement mettre en commun les compétences et parfois les actifs de tous ces acteurs. Et dernier sujet, le meilleur mix énergétique. Alors, les énergies renouvelables, on connaît, bien sûr, on sait à peu près bien les localiser, caractériser leur potentiel. Ce qu'on connaît moins bien, c'est tout ce qu'on appelle les énergies de récupération, et en particulier au niveau de la chaleur. Donc là, on appelle ça la chaleur fatale. Alors, c'est un drôle de nom, fatale au sens où si on ne la récupère pas, elle est perdue. Voilà. Donc, quand vous avez un data center, pour maintenir les serveurs à une température pas trop élevée, voilà, il y a un système de clim, en fait, qui rejette du chaud à l'extérieur. C'est la même chose pour les usines d'incinération, pour les réseaux d'eau usée. Voilà, il y a tout un tas de calories qu'on pourrait récupérer et qu'on ne récupère pas parce que c'est diffus. On a la même chose en milieu industriel, mais c'est beaucoup plus simple au sein d'un parc d'activité ou d'une usine de faire une sorte d'économie circulaire sur le plan énergétique entre différents process. Il faut faire la même chose en ville. Et on a fait une sorte d'analyse rapide et ça confirme ce que dit l'ADEME depuis des années. Ce gisement de chaleur fatale en France est très, très sous-exploité. Et on n'a pas assez investi dans comment le mobiliser. Il y en a partout. On a sous nos pieds des gisements de chaleur fatale inutilisés. On ne peut plus se le permettre. Donc, au niveau d'efficacité, on a surtout travaillé sur ce trou dans la raquette, donc à la fois pour cartographier à l'échelle nationale les principaux gisements, et également pour un gisement donné, dans un contexte urbain donné, puisque ça dépend de la demande autour, pouvoir dire très vite aux acteurs, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Après, il faut faire des études approfondies, mais en préfaisabilité, on peut très vite savoir si c'est un sujet qu'il faut creuser. Donc voilà ce qu'on essaye de mettre au point comme boîte à outils pour les acteurs pour répondre à cet enjeu majeur, trouver les bonnes solutions énergétiques à l'échelle d'un quartier, ce qui n'est pas du tout évident et ce qui est absolument nécessaire. Deuxième sujet, dans cette phase d'analyse des différentes variantes, il y a le coût, mais il y a aussi l'impact environnemental. Et là, ce que je veux indiquer, c'est que je vais aller tout de suite droit au but, c'est que c'est parfois contre-intuitif. Donc, je prends l'exemple du bâtiment, c'est le petit graphe que vous avez en U. Pour avoir un bâtiment performant, il faut isoler. Bon. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'il faut isoler ? C'est comme le gruyère. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Voilà. Plus vous mettez d'isolant, plus à un moment donné, vous avez un bâtiment qui a une empreinte énergétique et environnementale de plus en plus négative parce qu'il faut le produire, cet isolant. Et ça nécessite de l'énergie, ça émet du CO2. Et donc, il y a un optimum et ce n'est pas forcément le plus grande épaisseur d'isolant qu'il faut prendre. De la même façon, quand on regarde les systèmes qu'on met en place à l'échelle d'un quartier, vous avez sans doute en tête tout ce qu'il y a eu comme discussion au niveau du photovoltaïque et des subventions au photovoltaïque. Bon, les panneaux photovoltaïques, selon le type de panneau, selon l'endroit où ils sont fabriqués, quand on regarde l'impact environnemental global, ce n'est pas forcément très positif. Ça dépend des cas. C'est la même chose pour le stockage électrique. Et Dieu sait si on va avoir besoin massivement de stockage électrique pour déployer du photovoltaïque, justement, à l'échelle des quartiers, maintenant qu'il est autorisé de faire de l'autoconsommation collective. Simplement, pareil, au cas par cas, selon la technologie, selon le dimensionnement de la batterie, c'est plus ou moins positif. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir les moyens d'objectiver cet impact environnemental, sinon on ne sait pas bien quel est le meilleur choix dans cette analyse multicritère entre le coût et l'impact environnemental. Donc voilà, c'est ce qu'on veut faire, c'est avoir la capacité d'objectiver ces choix en comparant différentes variantes de façon la plus précise possible. Donc voilà, on a un outil qui s'inspire là encore de ce qu'on a fait au niveau bâtiment, mais qu'il élargit. Et puis l'ADEME mène des travaux dans lesquels nous intervenons avec d'autres acteurs pour essayer d'avoir une méthode la plus incontestable possible pour mesurer énergie carbone à l'échelle des quartiers. Je mentionne que c'est un sujet qui va intéresser les citoyens de plus en plus. Parce qu'on comprend de plus en plus, moi je vivais sans, je ne savais pas ce que c'était avant de venir Efficacity, l'ACV, l'analyse de cycle de vie. C'est quand même quelque chose qui commence à être plus connu, puisque c'est devenu obligatoire au niveau du label E+, C-. Et on sait que il y a toute la phase de fabrication, de transport, il y a le recyclage en fin de vie. Voilà, tout ça commence à être reconnu et je pense de plus en plus il y aura aussi une demande citoyenne pour objectiver les choix des décideurs. Quelle est vraiment l'empreinte environnementale ? Est-ce qu'on n'a pas fait une impasse sur telle ou telle phase ?
Dernier grand enjeu, garantir les performances. Et donc, c'est l'enjeu central finalement. Alors, il faut avoir de bons projets, bien sûr, mais après, pour que l'investissement se fasse, pour que les investisseurs financent, pour que les industriels cofinancent, pour que les collectivités autorisent et soutiennent ces projets qui coûtent très cher, et si on se trompe, c'est pour 20 ans, 30 ans, il faudrait, parce qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui, il faudrait être capable d'apporter une certaine garantie, je dis certaine parce que ce n'est pas simple du tout, comme on le fait pour les bâtiments avec le fameux CPE. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Ça correspond vraiment à une demande des acteurs. Alors cette demande, en fait, elle est double. Les acteurs territoriaux veulent aller vite. Les acteurs territoriaux savent que la compétence, elle est au niveau des grands groupements multimétiers qui se mettent en place à l'échelle d'une offre, à l'échelle d'un quartier. Et donc, ils font de plus en plus des appels à projets. Un des tout premiers, c'était Paris, ensuite le Grand Paris. Mais toutes les métropoles, et puis c'est vrai ailleurs qu'en France, toutes les métropoles maintenant lancent des appels à projets plutôt que de définir un cahier des charges extrêmement précis, lancent des appels à projets pour avoir les meilleures propositions. Et ça se fait de plus en plus à l'échelle de ce qu'on appelle dans le métier de l'aménagement des macro-lots, c'est-à-dire ce ne sont plus des îlots, ce ne sont plus à l'échelle d'un pâté de maison en gros, c'est vraiment à l'échelle de plusieurs îlots, voire d'un petit quartier. Voilà. Et ces macro-lots deviennent vraiment l'échelle à laquelle les collectivités ou les aménageurs contractualisent avec ces groupements multimétiers qui font des propositions extrêmement pertinentes, innovantes, etc., mais qui ne sont pas capables aujourd'hui de garantir les performances. On ne sait pas le faire à l'échelle d'un quartier, il y a trop de variables. C'est pourtant la demande des collectivités. Nous, on a été associés aux réflexions de l'EPA Paris-Saclay, qui avait un projet, c'est celui que j'illustre ici, qui est sur le central. C'est un projet justement très, très central sur le plateau de Saclay, un projet assez important, je crois de l'ordre de 100 000 m². Et vraiment, cette EPA, et comme la plupart des EPA et beaucoup de SEM, auraient voulu signer un contrat avec des engagements financiers et un bonus-malus, comme un CPE à l'échelle bâtiment, avec les groupements qui leur proposaient la lune, tous. Mais à qui je fais confiance ? On ne sait pas. S'il y a un engagement, c'est rassurant. Et en fait, ce n'est pas possible. Donc ça ne se fait pas. Alors ce projet est décalé pour d'autres raisons à cause du Grand Paris Express, mais ils ont abandonné l'idée. Pourtant, il y a une vraie demande et on pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est là-dessus donc que nous travaillons. Essayer d'inventer et de tester, ça va prendre des années, ce CPE à l'échelle urbaine. Alors pour finir, je dis juste 2 mots. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que pour prévoir à l'avance comment va fonctionner le quartier, et du coup pour se mettre d'accord contractuellement sur un niveau de performance qui est le bon, ni trop bas, avec un bon niveau à la fois d'incitation et de pénalité financière, voilà, il faut pouvoir simuler ce qui va se passer. Et ce qui va se passer en vrai, ça dépend de variables assez connues au niveau du projet, mais ça dépend beaucoup d'autres variables extérieures au projet, exogènes, comme par exemple son phasage. Vous ne savez jamais quel va être le vrai phasage du projet en termes urbains, le phasage en termes de raccordement au réseau de chaleur, par exemple, et bien sûr les usages, les fameux usages que l'on rencontre déjà dans le bâtiment, qui sont un frein au CPE à l'échelle du bâtiment, c'est décuplé comme problème à l'échelle d'un quartier. Il y a la météo, bien évidemment. Donc travailler en amont sur comment on simule tout ça et comment on peut dire, voilà, dans tel cas, dans telles conditions, je m'engage à tel niveau de performance, dans telles conditions, selon les usages, je m'engage à tel niveau, ça nécessite un travail important. Et voilà, on a engagé ces travaux récemment. Premier sujet. Deuxième sujet complexe, c'est la mesure des performances réelles en phase d'exploitation. Comment mesurer de façon incontestable et contractuelle les performances. Donc là, ça fait appel en particulier à tout ce qui tourne autour de l'instrumentation, donc un sujet sur lequel les acteurs de ce campus sont très pointus, l'ESI en particulier, IFSTAR et d'autres. Et donc être capable de mettre les bons capteurs aux bons endroits, pas trop parce que ça coûte cher, mais pour avoir un retour d'information fiable et contractuel, encore une fois, pour pouvoir suivre les performances à l'échelle d'un quartier, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire et qu'il va falloir tester dans les prochaines années. Donc voilà le dernier grand enjeu que je voulais illustrer. C'est peut-être le seul qu'il faudrait retenir finalement. C'est un peu le Graal pour nous, être capable d'apporter cette innovation contractuelle que serait la garantie de performance à l'échelle d'un quartier. Voilà, je m'arrête là, s'il y a des questions. Merci beaucoup Michel. Je te propose de me rejoindre. On voit bien à travers ton exposé que Efficacity d'un projet et d'une ambition est devenu vraiment un instrument et un outil de travail, j'allais presque dire studieux,
tant comment dire, les éléments sont séquencés, décortiqués, analysés. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est, je pensais en t'écoutant il y a une dizaine d'années, voire même un petit peu plus, quand un certain nombre d'écoquartiers modèles étaient mis en avant en Europe. Je pensais à BZ à Londres, par exemple, une époque d'une espèce de climat d'optimisme comme ça, en disant on fait les écoquartiers, on les multiplie, et puis c'est bon. Et puis finalement, c'est pas si simple. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être pessimiste, ou est-ce que ça veut dire que on est capable à moyen terme, à 5-6 ans, de renverser la vapeur, et à partir de tout ce que tu as décrit, d'avoir des solutions qui deviennent opérationnelles, non plus sous forme de prototype, mais à grande échelle? Quelle est aujourd'hui, avec toute l'expertise que vous avez rassemblée de manière raisonnable, l'échelle de temps des transformations sur lesquelles il serait possible d'avoir un impact à partir de tous les instruments que tu as proposés? Mais alors, ce qui fait qu'on a un petit peu de mal finalement à faire en sorte que les écoquartiers soient, aient un niveau de performance bien plus élevé que ce que l'on a aujourd'hui, il y a deux raisons. Alors, il se trouve que j'ai visité BZ, comme beaucoup, et en fait, c'est assez étonnant parce que en vrai, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, et quand vous allez visiter, en tout cas quand j'ai visité, ça ne marchait pas, et ils le disent sans problème, mais en même temps, ils arrivent à communiquer sur BZ comme étant voilà, l'écoquartier un peu modèle. Bon. Donc pour moi, ça pose deux problèmes. D'abord, en amont, voilà, outiller les acteurs pour concevoir les projets de manière, je dirais, sérieuse, rigoureuse, scientifiquement robuste. Donc aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà. La méthode aujourd'hui, c'est de demander à un bureau d'études de nous dire quelle est la solution. Et nous, voilà, il y a 7 bureaux d'études, membres fondateurs d'Efficacity, donc on les connaît bien, on les aime bien, mais quand on les pratique, c'est clair que chacun va proposer des solutions en fonction de ce qu'il connaît le mieux, voilà, ce qu'il maîtrise le mieux, ce qu'il aime le mieux. Voilà. Et on n'a pas l'optimum dont on a besoin aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre façon d'accélérer la transition énergétique que d'être vraiment à l'optimum sur tous ces projets. Et pour faire ça, il faut des outils qui permettent de comparer de manière fine un grand nombre de solutions possibles. Et donc, on espère que voilà, cet outillage qu'on va apporter va permettre de le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour faire le lien avec ce que je disais avant de manière un petit peu humoristique sur BZ, on n'a pas encore ni les outils ni la culture de l'évaluation. Alors, encore moins en France qu'en Angleterre d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui sortent un peu de nos frontières, vous savez qu'il y a quand même des pays qui ont beaucoup moins peur que nous de communiquer sur ce qui a moyennement marché. Voilà, on a essayé, on n'a pas 20 sur 20, mais c'est quand même pas mal. Et en France, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Du coup, de mettre en avant voilà, des réussites partielles, c'est pas simple. Du coup, il y a peu de mesures objectives de la performance des quartiers qui sont réalisés. Il y en a très peu. Hein. Nous, on travaille sur ce sujet, on travaille sur les écoquartiers. On est même mandaté par la Caisse des dépôts pour faire l'évaluation des écocités. Donc les écocités, c'est 500 à 600 actions dans toute la France. En fait, il n'y a pas d'outil de mesure de en quoi ce quartier est très performant sur le plan énergétique. Donc en fait, on n'en sait rien. Et donc je pense pour accélérer les choses, et après je vais peut-être essayer de donner un nombre d'années, mais pour accélérer les choses, il faut prendre en sandwich en quelque sorte les projets. En amont, faire en sorte qu'on ait des bons projets par des outils d'aide à la conception, mais aussi en aval, avoir les retours d'expérience. Voilà, il n'y a rien de pire que le projet n'est peut-être pas l'idéal, mais on n'a pas de retour d'expérience. On ne capitalise pas sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est vrai pour les écoquartiers. Hein, on est dans la Commission nationale des écoquartiers. C'est très bien que les écoquartiers se démocratisent, qu'il y en ait bientôt 500, 600, mais il n'y a pas de mesure de la performance énergétique de ces quartiers. On n'a pas fait l'effort de mesurer. D'abord, ce n'est pas très simple. Ça nécessite un petit investissement, notamment en termes d'instrumentation, mais surtout, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop, on n'a pas cette culture, mais ça vient progressivement. Alors maintenant, en termes de nombre d'années, je dirais que les outils que l'on développe, alors je parle pour ma paroisse, hein, les outils que l'on développe sont à l'état de prototype, sont en train d'être testés, voilà, sur des premiers territoires. Et je pense que d'ici quelques années, on aura des premiers retours d'expérience. Ce seront les premiers, mais qui pourront servir de modèle, et on l'espère, qui pourront permettre une diffusion de ces nouvelles pratiques de façon massive. C'est ça notre objectif, hein, c'est de diffuser massivement des nouvelles pratiques auprès des acteurs. Et je pense que dans quelques années, je dirais 2-3 ans, on aura sur des projets
sur des projets existants, parce que sinon, vous connaissez la durée des projets d'aménagement, on ne veut pas attendre 10 ans. Donc, dans 2-3 ans, des premiers retours d'expérience avec des outils de mesure de la performance qui pourra servir de modèle à grande échelle. Et par rapport à ce que tu évoquais, je dirais le rôle d'Efficacity, on parlait ce matin avec Ian Greenberg de Singapour et du modèle d'innovation et de transformation de l'université NTU de Singapour, et il nous expliquait qu'il y avait ces instituts de recherche qui étaient là et qui servaient un peu à la fois de catalyseur pour l'université en tant que telle et de booster pour des travaux de recherche dans différents domaines. Et tu disais au cours de ta présentation, il y a une forme d'excellence ici en matière de conception ou de réflexion de travaux amont sur les capteurs, sur des instruments de mesure, hein, si je me trompe pas. Ça veut dire que en termes de chaînage entre un projet comme celui de l'ITE Efficacity de moyen long terme sur des enjeux très systémiques et puis le renforcement de ces interfaces entre la recherche, l'aspect académique et l'aspect industriel, ça peut aussi servir un peu d'accélérateur dans certains domaines, à la lisière entre de la recherche et de la R&D. Alors je pense que l'accélération, elle va être liée à deux choses qu'on essaie de faire de manière un peu hybride. C'est faire travailler ensemble les acteurs académiques et les acteurs industriels qui ne sont pas dans la même temporalité, mais chacun a de façon complémentaire sa pierre à apporter. L'autre chose, c'est le lien avec les territoires. Et là, j'ai découvert finalement avec satisfaction, parce que j'étais un peu sceptique quand j'étais à EPAMarne et puis en collectivité avant, finalement, je constate que les acteurs territoriaux sont avides d'accompagnement scientifique. Voilà, à condition que ce soit un accompagnement qui soit également opérationnel, qui réponde à leurs préoccupations, mais apporter ce qu'apporte la science, la rigueur sur les sujets aussi complexes que ceux que j'ai évoqués, les collectivités sont avides de ça. Et donc je pense que sur ce territoire en particulier, mais sur beaucoup d'autres territoires, les compétences uniques que l'on trouve sur ce campus en matière énergétique, en matière technologie, en matière de SHS, sont très intéressantes pour de nombreuses collectivités. Nous, on constate que des partenariats de R&D, je ne parle pas de prestations qui sont plus de l'ordre de ce que font les bureaux d'études, des partenariats de R&D dans la durée où on n'est pas en mesure de garantir les résultats, mais c'est une approche, c'est un partenariat où on va construire ensemble. Il y a beaucoup de collectivités qui sont avides de ça, et pas que pour la com', parce qu'elles pensent qu'il faut expérimenter des choses nouvelles et il n'y a pas le choix. Il faut sortir un peu du cadre de ce que l'on fait traditionnellement. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue notre exploration, sauf si vraiment il y avait une demande de clarification particulièrement urgente. On n'est pas... oui. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Efficacity, je vous invite à notre événement annuel qui est dans le bâtiment Bienvenue le 4 décembre après-midi. Ça sera beaucoup moins bien que les Futures Days, mais ça sera à notre modeste contribution également à la transition énergétique. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus le 4 décembre après-midi. Voilà, les Futures Days d'Efficacity. Non, reste avec nous. Je vous propose donc qu'on poursuive notre exploration, cette fois-ci autour des enjeux à la fois de modélisation et puis même au-delà d'intelligence artificielle, sans perdre de vue notre question aussi centrale du chaînage entre les enjeux de recherche, les enjeux de R&D et puis le développement économique, celui des grands groupes, celui des startups, celui des PME. Et je propose du coup à Élise Quintel, qui est chef de projet SIMCEO au sein du Grand Équipement National de Calcul Intensif. Elle nous a promis d'expliquer en quoi consistait ce grand équipement et en quoi consistait SIMCEO. Merci de me rejoindre. Ainsi que Thomas Orange et Emmanuel Maître. Bonjour, venez. Qui sont respectivement Thomas, cofondateur de Econologie, et Emmanuel, qui est directeur de Mémosine. Vous nous expliquerez dans quelques instants de quoi il en retourne. Élise, je vous propose de tout de suite vous passer la parole pour nous dire peut-être 2 mots d'introduction, et puis ensuite on passera à 2 cas pratiques, et vous nous direz quelles sont aussi les perspectives de travail qui s'offrent à vous à partir de là. Merci. Alors je vais commencer...
c'est bon. Donc je vais vous présenter un peu un cas particulier de la ville connectée en s'intéressant plutôt à la simulation numérique. Alors, je vais d'abord vous présenter GENSI. Donc GENSI, c'est une très grande infrastructure de recherche qui est spécialisée dans le calcul intensif. On existe depuis 2007, on est basé à Paris. En fait, on est une structure privée, mais de droit public. Nos associés sont 100% publics. En fait, on dépend du ministère de la Recherche. On a comme associés le CEA, le CNRS, les présidents d'université et INRIA. Notre but, c'est d'être opérateur public national de calcul intensif. Donc, le calcul intensif, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est des supercalculateurs. On utilise pour ça 3 centres de calcul nationaux qui sont basés, 2 sur le plateau de Saclay, un à l'IDRIS, donc opéré par le CNRS, un autre au CEA, et le dernier qui est à Montpellier, au CINES. Et tout ça, ça nous fait 14,5 pétaflops par seconde. Alors des pétaflops par seconde, c'est des millions d'opérations par seconde. Ça représente énormément d'heures de calcul. Et ces heures de calcul, on les propose aux chercheurs publics et aux chercheurs du monde industriel, à condition qu'ils fassent de la recherche ouverte. La recherche ouverte, en gros, c'est vous faites vos calculs chez nous, derrière, on vous demande de publier vos résultats, ou au moins une partie. Et donc, on vous permet d'accéder à ces heures de calcul gratuitement sous forme de 2 appels à projets par an. Donc, c'est évalué sur critères d'excellence par des comités thématiques. Donc ça, c'est pour les chercheurs qui ont des grands projets de recherche, également les industriels, mais qui savent déjà manipuler la simulation. Pour les entreprises qui découvrent un peu la simulation numérique, on a le programme qui s'appelle SimCO, qu'on va vous présenter ici, qui permet d'accompagner les PME donc, vers la simulation numérique en les accompagnant, quel que soit leur niveau de maturité, dans l'aide au développement du modèle numérique, aux premières simulations, et si besoin, avoir accès aux machines de calcul à travers des centres de calcul régionaux. Donc on s'appuie sur des partenaires régionaux. Et donc on va vous présenter ici un cas d'une entreprise qu'on accompagne en ce moment dans le cadre du programme SimCO. Donc je vais passer la parole à Monsieur Orange. Merci Élise. Donc, Thomas Orange, effectivement, je suis gérant et associé d'une société qui s'appelle Econologie. On est un bureau d'études dans le bâtiment. Alors, des bureaux d'études dans le bâtiment, il y en a un certain nombre. On a essayé d'aborder le sujet, je dirais, de manière un tout petit peu différente. Monsieur le disait, il y a 2 cas de figure. Les projets neufs sur lesquels il y a un certain nombre d'outils qui existent. Et il y a également un parc de bâtiments existants qui est conséquent, puisque si je reprends quelques chiffres très globaux, la consommation des bâtiments tertiaires plus bâtiments d'habitation en France, ça représente 45% de notre énergie finale. Et il y a déjà un parc existant qui est très, très conséquent. Il y a un certain nombre d'outils qui sont tout à fait effectivement utiles en termes de conception pour des bâtiments neufs, la SED, la STD, qui sont des fois un peu plus complexes à mettre en œuvre dans des bâtiments existants et en particulier sur des bâtiments d'habitation de copropriété. Donc on existe depuis 9 ans, on a réalisé un certain nombre d'audits énergétiques dans les bâtiments. On fait également de l'expertise sur tous les systèmes énergétiques. On intervient en tant que sapiteur parfois et on a un collègue qui travaille sur la qualité de l'air intérieur pour laquelle on avait une accréditation COFRAC. Je passe très rapidement. Alors, sur je dirais le constat qu'on a pu faire durant ces 9 ans, il est le suivant. Il y a effectivement un certain nombre de bâtiments ou de projets qui sont d'ores et déjà équipés de capteurs. Et c'est particulièrement vrai pour les projets dits à forte efficacité énergétique. L'un des tout petits constats qu'on a pu faire, nous, sur le terrain, et qui a été également rapporté par l'AQC, c'est que sur le retour expérience de 1000 bâtiments en France, audités en France,
il apparaît que quand bien même on a un certain nombre de données qui sont remontées, l'un des premiers constats, c'est qu'on a des difficultés à exploiter et à analyser ces données. C'est-à-dire qu'on a bien un certain nombre d'informations qui sont retransmises, mais on a soit un manque de compétences de l'opérateur à qui on remonte ces informations, soit l'absence même parfois d'opérateurs. Il y a également, donc, on l'a vu, un parc qui est déjà instrumenté et un parc qui n'est pas instrumenté et qui, pour le coup, fait l'objet également de contraintes juridiques, enfin de contraintes réglementaires sur l'amélioration de l'efficacité énergétique. On l'a vu à travers les audits, quand on présente des audits où on va aborder l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire des rénovations d'ensemble, d'enveloppes comme des travaux sur les systèmes, cela représente des coûts qui sont souvent un peu impressionnants pour tout un chacun, réunis par exemple au sein d'une copropriété. Et donc, l'un des éléments déclencheurs, si vous voulez, c'est que en travaillant sur des systèmes existants, on permet parfois de trouver des solutions qui peuvent être dans un premier temps simples, mais qui permettent d'améliorer les consommations énergétiques et surtout qui permettent à des personnes, je dirais, à tout un chacun, de voir que ça n'est pas que du calcul, puisque c'est souvent aussi la remarque. Alors nous, on travaille pas forcément avec des collectivités, mais beaucoup avec des copropriétés. Et le grief qui est fait au dossier qu'on peut présenter, c'est que c'est du calcul, mais qu'est-ce que vaut ce calcul dans la réalité? Est-ce qu'on va arriver au résultat, et c'est clairement l'un des enjeux, est-ce qu'on va arriver au résultat qui a été calculé? Donc, on souhaite développer un élément, un outil qui part d'un constat terrain. Donc, c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est-à-dire une collecte des données des systèmes qui sont aujourd'hui en place et grâce auxquels on va détecter un certain nombre de points d'amélioration. Et il y a deux enjeux, donc c'est ce que vous voyez au niveau 2, sur un premier enjeu qui est je dirais, un curseur de positionnement du bâtiment par rapport à des bâtiments de référence et plus forcément par rapport au bâtiment lui-même. Et donc ça, c'est l'un des premiers enjeux qui fait qu'on a contacté Cimseo. Et puis, à long terme, et monsieur en parlait juste avant moi, il y a clairement un enjeu sur la pérennisation des installations, la pérennité des systèmes. Et donc, là, à nouveau, c'est pour ça qu'on a rencontré Cimseo, parce qu'on va pouvoir, nous, collecter un certain nombre de données. On a, en tant que thermicien, certaines idées pour les traiter, mais il y a des possibilités beaucoup plus grandes par le biais des croisements de données pour arriver in fine à des modèles qui pourraient être des modèles prédictifs de pertinence de l'installation. Monsieur le disait, les bureaux d'études fonctionnent alors souvent avec leur expérience sur des systèmes. Là, je parle particulièrement des systèmes qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vus ou pour lesquels ils ont des retours d'expérience. Et l'objectif pour nous sur ces systèmes-là, c'est de détecter quels peuvent être les maillons qui feraient que le système est viable ou pas à long terme. Et juste une question, en vous écoutant, vous avez aujourd'hui suffisamment de sources d'informations diverses pour nécessiter le recours à des équipements de calcul intensifs ? Oui, alors aujourd'hui, il y a deux volets dans la présentation, je vais y arriver juste après. C'est-à-dire qu'on a un premier besoin qui est par rapport au classement d'un bâtiment au regard d'un ensemble de bâtiments, un premier besoin qui est identifié auprès de Cimseo et pour lesquels on leur a demandé de nous accompagner et qui fait l'objet de données issues de 500 bâtiments. Donc là, effectivement, on a une base de données qui commence à être relativement conséquente.
Je ne dis pas qu'on a effectivement l'intégralité des données de tous les bâtiments en France, bien loin de là. Néanmoins, dans la discussion avec SimCO, il apparaît qu'on a une base de données qui permet de faire certains calculs à ce niveau-là. Et cette base de données, les 500 bâtiments dont vous parlez, c'est vous, à travers les travaux d'expertise que vous avez réalisés, qui l'avez renseigné? Exactement. C'est bien nous qui avons, à l'issue des visites des 500 bâtiments, pu récolter à la fois des données, principalement dans un premier temps des données de consommation, mais également des données de qualité du bâti, par exemple, est-ce que tel ou tel bâti a un état initial de telle nature, rénové, non rénové, etc. Et le fait de travailler avec SimCO, c'est d'une certaine manière une occasion de pouvoir sauter quelques étapes par rapport au développement de votre activité en arrivant à partir de cette base-là, qui est un échantillon finalement, à modéliser des process? À modéliser. Alors, dans un premier temps, il y a dans un premier temps, on a un souhait qui est on souhaite créer notre propre indicateur pour des bâtiments existants et un indicateur qui serait parlant pour des copropriétaires. Là, je parle effectivement de bâtiments d'habitation de copropriété. Et quand on présente, nous, des audits énergétiques où on va indiquer des ratios de consommation, sont des éléments qui sont un petit peu abstraits pour des personnes qui ne travaillent pas dans l'énergie. Une quantité d'énergie consommée annuellement et rapportée par mètre carré, ce n'est pas fondamentalement parlant pour ces gens-là. Donc on souhaite que Memosine nous accompagne pour trouver ce bon indicateur et c'est ce que j'expliquais, ne plus prendre la performance du bâtiment par rapport à lui-même, mais mettre la performance de ce bâtiment en regard de la performance de bâtiments comparables. Et donc la question est quels peuvent être les bâtiments comparables. Et dans un deuxième temps, il y a une volonté, mais là pour le coup, c'est par le biais d'un nouveau procédé de recueil de ces données qu'on souhaite créer une nouvelle base de données et qui nous permettrait là de travailler très spécifiquement sur des systèmes existants pour pouvoir déterminer une durée de vie qui pourrait être issue de l'ensemble des données initiales recueillies. D'accord. Donc en fait, votre approche économique et scientifique, elle repose à la fois sur la coopération avec GNC SimCO et à la fois sur la coopération avec d'autres sociétés dans des domaines qui sont complémentaires aux vôtres? Alors, en fait, Monsieur Maître en parlera mieux que moi juste après. La maison de la simulation sur laquelle on s'appuie fait partie du programme GENSI. D'accord. Donc, le programme GENSI est assez vaste, c'est ce que présentait Madame Quintel. Et du coup, la maison de la simulation fait partie de ce programme. Et nous, on s'appuie sur la maison de la simulation numérique pour travailler sur ces sujets-là. Je vous relance un peu avec ces questions parce que comme là, on est vraiment sur des domaines qui sont très, très neufs finalement. On voit bien à partir de questions qui sont finalement assez banales, en gros l'efficacité énergétique de bâtiments d'habitation de copropriété, au fur et à mesure, quand on rentre dans le détail et quand on passe à la constitution de bases de données, vous l'avez expliqué, et derrière à des processus de modélisation ou de maintenance prédictive, y compris pour des enjeux du quotidien, pour des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments industriels ou commerciaux. Voilà, c'est bien ça dont Exactement. il est question. L'écosystème que vous esquissez ou que vous abordez, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir comprendre de manière très fonctionnelle comment ça fonctionne. Tout à fait. Alors là-dessus, on a quand même un peu tâtonné pour la recherche de partenaires de cette nature-là, puisque on était, alors nous, on est un peu dans notre précaré, je dirais, thermicien. On a quelques outils, mais on n'est pas non plus des mathématiciens hors pair, clairement. Donc on a un peu tâtonné. On s'est adressé dans un premier temps à diverses écoles qui traitaient des statistiques, qui nous ont redirigés vers les juniors entreprises la plupart du temps. Et il y avait un deuxième facteur, c'est que aujourd'hui nous sommes basés effectivement en Rhône-Alpes et que la plupart de ces écoles étaient hors région. Alors c'est pas que je suis chauvin, c'est juste que pour des questions utilitaires, je dirais, on souhaitait trouver un
intervenant qui soit à proximité. Et par le biais d'un écosystème local, on a pu contacter Mémosine. Donc, dans un premier temps, par mail et par échange téléphonique pour voir si effectivement il pouvait y avoir une possibilité d'aide sur les sujets qu'on souhaitait aborder. Et puis, ça s'est traduit par une rencontre également physique chez Mémosine à Grenoble. Et donc, à l'issue de laquelle ils ont pu nous formaliser, je dirais, une proposition qui nous a permis de dire, ben oui, c'est effectivement les éléments qu'on souhaitait obtenir et sur lesquels on butait. Alors, c'est vraiment un parcours volontaire, quoi, à la force du poignet. Juste, et puis ce que je vous propose, on va peut-être passer la parole à votre collègue. Mais avant ça, combien de temps il vous a fallu pour partir des constats que vous avez évoqués jusqu'à nouer ces partenariats ? Alors, nous, le projet, je dirais, est né au printemps 2017. Et donc, on a commencé à l'automne 2017 à contacter les juniors entreprises. Et au printemps 2018, on a eu le contact de Mémosine qui s'est formalisé juste avant l'été par la rencontre. Et par un accompagnement qui débute en ce moment. Ouais, donc c'est vraiment une histoire en train de se faire et c'est un processus relativement rapide, y compris par rapport aux éléments que rappelait Michel Salem-Sermanet il y a quelques instants. Emmanuel, je vous propose de nous dire justement en quoi a consisté votre rapport par rapport à la démarche d'éconologie, et puis ensuite on verra justement quel a été spécifiquement l'apport, la contribution de Gensi. Je vous passe la parole. Merci. Donc effectivement, alors moi je suis enseignant-chercheur au laboratoire LJK à l'université de Grenoble, et on a créé, c'est la première maison de modélisation qui a été créée en France, en fait, Mémosine, avec pour souci de faciliter justement la visibilité des actions de modélisation et de simulation des universités, des laboratoires de recherche vis-à-vis des entreprises. Parce que, visiblement, vu de l'entreprise, il y avait une vision des laboratoires de recherche qui était assez nébuleuse et pour lesquels les points d'entrée n'étaient pas clairs à identifier. Donc, nous, notre fonctionnement, on adresse en fait une population de chercheurs qui sont des chercheurs en mathématiques appliquées informatiques. Alors, typiquement, dans l'analyse des données, ce qui nous concerne pas mal aujourd'hui, puisque donc, dans le logement intelligent, il y a essentiellement d'analyse de données. C'est une communauté donc, qui est à l'interface clairement entre les mathématiques et l'informatique. Alors, quand je dis mathématiques, c'est par défaut de formation, puisque je suis mathématicien moi-même, mais évidemment, toute cette analyse de données est quelque chose qui est transdisciplinaire à ce niveau-là. Et donc nous, on s'est placé vraiment au niveau, à l'interface, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer ni faire de concurrence à des SS2I qui développeraient des solutions clés en main pour des acteurs du secteur de l'habitat, mais au contraire, on va proposer vraiment de l'expertise dans des modèles et des algorithmes, et uniquement à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on va étudier la demande de l'entreprise dans des domaines de compétences. Alors là, j'ai listé ici un certain nombre de ces domaines de compétences qui sont très vastes, puisque les applications des mathématiques appliquées et de l'informatique, vous imaginez que tous les domaines de la modélisation sont concernés. Et on va avoir jusqu'à justement le calcul haute performance, et grâce au fait que nous sommes la plateforme SimCO pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous utilisons pour ça donc, les dispositifs de soutien de Gensi qui ont été mis en place à ce titre. Donc notre avantage, notre envie, c'est de mettre à disposition des industriels les dernières technologies sur tout ce qui est analyse de données et en général modélisation et simulation, si la nécessité s'en fait sentir. Donc on a pas mal si vous allez voir sur le site web de Mémosine, on a pas mal de success stories et de partenaires avec lesquels on a travaillé, puisqu'on existe depuis 2009. Et par exemple, un exemple typique, c'est InEmotion, qui est une société qui a développé un gilet connecté pour le ski cross au départ. Vous voyez le ski cross, comment ?
Le ski cross, c'est ce ski qui se passe sur des terrains vallonnés. Et donc, ils avaient développé un gilet airbag qui permettait qui se gonflait lorsque le skieur allait tomber sur le dos, essentiellement. Et puis, ils voulaient faire passer cette technologie-là à la moto Grand Prix, c'est-à-dire déterminer un algorithme qui permet de faire gonfler le gilet au bon moment, alors qu'on voit bien que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus sensible, c'est-à-dire entre le moment où le motard est couché quasiment dans le virage et le moment où il tombe vraiment, il faut pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose de différence, et puis il ne faut pas gonfler le gilet alors qu'il ne va pas tomber, sinon là, il n'utilisera plus jamais le gilet. Donc voilà, donc un chercheur de notre laboratoire a mis au point un algorithme qui a permis qui maintenant est utilisé dans le gilet qui est commercialisé. Voilà. Donc on a essayé pour répondre à cette demande des entreprises, de mettre en place un processus vraiment assez qui n'était pas très universitaire, mais très industriel, c'est-à-dire un workflow où on signe des accords de confidentialité, on tient des délais, et puis on fait des livrables, on rédige des propositions en termes de livrables et en termes de benchmark sur des solutions, sur des cas tests sur lesquels on s'est mis d'accord au préalable, avec des interventions de diverses durées, avec des soutiens, dont le soutien SimCO. Voilà. Et donc, Econeologis, donc Thomas en a parlé, hein, effectivement, ils sont venus nous voir et on a fait intervenir un collègue qui s'appelle Vincent Brault, qui travaille actuellement sur le projet. Et donc, je ne reprends pas ce slide-là parce que Thomas en a parlé. Et typiquement, voilà, le workflow, pareil, Thomas en a parlé, c'est-à-dire la rencontre, la signature d'un NDA, trouver un expert, donc c'est le plus difficile, c'est d'essayer puis faire la réunion de scientifiques, c'est vraiment l'endroit qui est là où ça demande un peu d'expérience, c'est faire comprendre à l'industriel que le mathématicien a quelque chose qu'il va pouvoir mettre en valeur dans son processus, et inversement que le collègue comprenne que ce que veut l'industriel, pas toujours facile non plus, et puis qu'il ait envie de travailler dessus, qu'il soit motivé, qu'il faut qu'il y ait quand même un côté un peu recherche. Hein. Si c'est juste faire de l'ingénierie, finalement, il y a des acteurs privés qui le font très bien. Et voilà. Une question. Mémosine, pour qu'on comprenne bien, c'est une structure publique, c'est une structure fédérative de recherche de Grenoble INP et de l'Université Grenoble-Alpes, oui. D'accord. C'est une structure publique. Qui, en fait, et vous recourez ou vous utilisez la puissance de calcul des institutions qui vous accompagnent. Alors, oui. Le processus alors, je l'avais marqué effectivement au début. Là, nous avons, à la fin de la collaboration, on peut ensuite faire appel à des structures de calcul. GRICAN en est une, c'est celle qui est à Grenoble. C'est Grenoble Recherche, Infrastructure, Calcul, Accès aux données. Et mener ensuite des calculs qui sont effectivement facturés à l'entreprise. C'est pas l'entreprise à payer pour le calcul qui est fait. C'est pas des calculs pour l'entreprise faits sur les deniers de l'argent public. Et en fait, votre positionnement, finalement, il est à l'interface entre le besoin d'une entreprise qui se développe, qui arrive avec un projet, et non seulement la mise en relation, mais effectivement la formalisation d'un processus de travail qui leur permet d'accélérer leur développement en ayant accès à travers vous ou avec vous à des capacités de calcul et de modélisation qu'ils ne pourraient pas mobiliser par eux-mêmes. C'est ça ? Voilà, ça peut être ça au niveau du calcul aussi. Et puis c'est donc sur l'expertise aussi des algorithmes et d'analyse des données par ailleurs qui existent dans les équipes universitaires qui sont spécialisées. Vous leur proposez également cette capacité d'interprétation des données. Voilà, oui. D'accord. Effectivement. Est-ce qu'on continue avec vous, effectivement, et Élise, pour justement revenir à cette grande infrastructure de recherche dans laquelle Mémosine s'inscrit et qui rend ce type d'interaction possible ? Oui, voilà. Vu que maintenant on a vu comment on pouvait accompagner une entreprise, je vais un peu vous expliquer quel est le programme SimCO. Et donc en fait, SimCO, c'est un programme qui a été monté dans le cadre des projets investissements d'avenir, qui a commencé en 2015, opérationnellement en 2016, ça se finit en 2020. C'est un programme qui bénéficie de subventions de BPI France et qui est coordonné par la DGE. Donc il se compose de 3 parties. Une partie centrale qui concerne la sensibilisation des entreprises avec un aspect formation.
une partie qui est gérée par l'association Terratech. Donc c'est une association d'entreprises dans le numérique, et plus spécifiquement dans la simulation numérique. Ils ont proposé des offres de services sectoriels dans le domaine du BTP et de l'ingénierie manufacturière. Donc c'est des offres directement d'offres de logiciels avec de l'accompagnement associé. Donc ça, si vous êtes intéressé, il faut faire vite parce que leurs offres se finissent à la fin de l'année. Et donc nous, on est plutôt sur l'accompagnement R&D, un accompagnement vraiment spécifique à l'entreprise. On va vraiment répondre aux besoins de l'entreprise. Et donc c'est en ça que la plateforme Memosine a pu accompagner ou accompagne en ce moment Econologie. C'est pour répondre à son besoin de manière proche, parce qu'on s'appuie sur des plateformes régionales. Donc c'est un programme national, on accompagne toutes les entreprises en France, mais on les oriente vers des plateformes régionales pour qu'elles soient au plus proche d'elles. Donc on a 6 plateformes régionales, dont la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, donc c'est un accompagnement sur mesure, de proximité. On offre du conseil, de l'expertise. Donc l'expertise, on a vu, c'est pour le développement des algorithmes, des codes numériques, et l'accès aux heures de calcul. Les heures de calcul, c'est au niveau régional. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des heures de calcul nationales, mais dans le cadre des PME, on s'appuie sur les moyens régionaux qui sont plus adaptés à leurs besoins. Et donc ces heures de calcul sont disponibles dans les 6 plateformes régionales. Ces plateformes sont adossées à des universités. Et l'intérêt, donc, c'est d'avoir accès à toute l'expertise métier des universités et du centre de calcul. Donc, à la fois en informatique, en simulation numérique ou en mathématiques pour trouver les algorithmes. Et ça représente, vous savez dire, aujourd'hui, ça représente combien de PME qui sont accompagnées ? Alors, en fait, sur le programme, on a sensibilisé environ 1500 entreprises. Donc sensibiliser, c'est-à-dire on les a rencontrés dans des rendez-vous d'affaires, des ateliers. Derrière, on a un taux de conversion qui est assez faible. On a actuellement une 50aine d'entreprises accompagnées. C'est des entreprises qui doivent acquérir déjà la connaissance de la simulation, bien sûr, comprendre comment intégrer le processus chez elles, et seulement ensuite se lancer dans un programme. Donc il y a toute une phase de conversion qui est assez longue à mettre en place, donc d'où le taux de conversion assez faible. Et il y a une forte demande il y a une forte demande ou c'est une demande qu'on suscite parce qu'on sent qu'il faut être plus actif sur les, voilà, sur les en sujets fait, de mobilisation. c'est plutôt dans le sens où on sait que les entreprises vont avoir besoin de la simulation. D'accord. Et qu'elles n'ont pas les moyens d'utiliser le calcul intensif par elles-mêmes parce que c'est des moyens très coûteux. Et donc nous, on doit faire connaître notre programme pour les inciter à venir vers la simulation et utiliser ces moyens-là dont on peut leur donner accès, quoi. Et c'est surtout que c'est des moyens nationaux, donc souverains. Et donc n'allez pas vers Amazon ou des choses comme ça, venez chez nous parce que vous aurez la souveraineté de vos données. Donc ça, c'est très important aussi. Ça, je pense que c'est un point effectivement tout à fait important à souligner. Une autre question en vous écoutant et en faisant référence aussi à votre initiative, vraiment, et à cet esprit d'entrepreneur là, que vous avez partagé avec nous. On a une visibilité sur les types de secteurs économiques où les entreprises se tournent vers vous pour avoir accès à ces travaux. Là, on parle de travaux de modélisation. Il y a un certain nombre de bureaux d'études ou d'entreprises qui s'engagent sur le chemin encore un peu incertain de la maintenance prédictive, surtout dans le champ des copropriétés où on a tellement de diversité et des clients qui peuvent être tout petits. Est-ce qu'on a beaucoup d'acteurs dans le champ de l'immobilier, de la construction ? Est-ce qu'on est sur les infrastructures, dans l'agriculture, dans d'autres domaines ? Est-ce qu'on sait à peu près quelle est la ventilation aujourd'hui des entreprises qui travaillent avec vous, de la demande que vous souhaitez susciter ? Voilà, on touche tous les secteurs d'activité.
Actuellement, on a quand même un gros boom vers tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, dès que les entreprises ont énormément de données générées par des capteurs, donc des capteurs, on en a partout. Hein, oui. Donc, la simulation numérique et le calcul intensif est tout à fait à même de répondre à ces problématiques de grande masse de données. Donc, en fait, ça concerne tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Et une question, alors Michel, tu évoquais aussi ce chaînage économique autour des questions d'efficacité énergétique, en insistant à la fois sur la maille territoriale et puis sur les partenariats industriels. Aujourd'hui, un institut comme Efficacity, qui est quand même un peu en pointe sur des travaux de recherche et pour défricher aussi des problématiques de nature systémique, vous arrivez déjà aujourd'hui à mobiliser ou à travailler avec des PME qui, sans votre intervention, seraient peut-être restées un peu au bord du chemin, ou à soutenir des initiatives de PME qui, avec un programme comme Efficacity, se développent plus rapidement, ou c'est peut-être encore trop tôt? C'est encore un petit peu tôt en termes de partenariat avec des PME, même si on va développer ça notamment sur un certain nombre de territoires qu'on appelle des territoires d'expérimentation, où on va expérimenter des technologies innovantes en vraie grandeur, mais je dirais à une échelle limitée pour ne pas prendre trop de risques. Et là, des PME, des startups ont tout leur rôle pour apporter leur innovation sur ce genre de projet. Au-delà des PME, je voulais simplement rebondir sur la question de l'appropriation, de l'acculturation, qui est un problème plus général au niveau des entreprises et puis bien sûr des acteurs territoriaux, l'acculturation à la simulation, hein, puisque vous l'avez mentionné. C'est ce qu'on constate aussi. Il y a quand même un manque de confiance dans le fait que des outils assez pointus de simulation sont opérationnels. Et c'est parfois pour de bonnes raisons. Parfois, on n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas suffisamment de validation, et puis on a parfois besoin de données d'entrée trop importantes ou qui doivent être très fiable pour que l'outil donne ensuite des résultats fiables, ce qu'on n'a pas toujours sur le terrain, ou on n'a pas en tout cas toujours le temps et le budget dans les phases de conception à consacrer à la collecte de données suffisamment précises. Donc il y a néanmoins de grands progrès qui se font pour répondre à ces questions, en particulier, sans rentrer dans le détail, hein, il y a des méthodes qui permettent de remplacer des données d'entrée par des valeurs pertinentes, sans qu'on soit obligé d'aller à la pêche de très nombreuses données d'entrée, ce qui prendrait un temps trop long. Donc voilà, des méthodes d'inférence statistique, d'autocomplétion, etc., qui sont relativement mûres aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a une réticence à aller vers ça. Ça a mis 15 ans dans le domaine du bâtiment. On voudrait que ça mette moins de 15 ans au niveau des quartiers. Donc je pense que l'acculturation, en mettant en avant des success stories, elle est importante. On est confronté à des PME, mais même à des plus grandes entreprises, qui ont l'habitude de travailler à dire d'experts et qui pensent que c'est tout à fait la bonne façon de faire, et ont une défiance vis-à-vis des outils de simulation. Donc il ne faudrait pas que ça rajoute encore un frein. C'est aussi le cas des acteurs territoriaux ou les copropriétés, on peut dire la même chose, quoi. Et je mets ça en regard avec quelque chose qui a émergé aussi bien ce matin au cours de notre plénière qu'hier, à plusieurs moments au cours de la journée, où il était rappelé à maintes reprises, effectivement, et tu faisais référence aussi au dernier rapport du GIEC, qui nous explique que, en gros, on a 12 ans de crédit carbone devant nous, avec les évolutions actuelles. Et donc, effectivement, lever les freins, susciter de la confiance plutôt qu'alimenter de la défiance, tout ça paraît effectivement extrêmement important, ce qui me fait la transition autour de ces enjeux de confiance et de participation, non plus simplement des entreprises, mais rester avec nous autour des enjeux de participation citoyenne et d'utilisation de la puissance des outils numériques. On l'a entreaperçu avec vous, et merci beaucoup. Je propose à Valérie Sarny, directrice de recherche à l'INRIA, de nous rejoindre pour évoquer justement un autre versant de cette question numérique, qui n'est pas simplement entrepreneuriale ou scientifique ou d'innovation, mais ville connectée pour promouvoir la participation citoyenne. Justement, quels sont les enjeux du numérique? Vous avez une expérience qui est aussi une expérience française, qui est aussi une expérience internationale, et je pense que vous pouvez nous éclairer justement sur la situation d'aujourd'hui par rapport à ces questions-là. Je vais
apporter des éléments de réponse. Apportons quelques éléments de réponse. Elle va être modeste sur le souci. Donc déjà, oui, je vais parler de projets de recherche, alors c'est pluriel, singulier, sur la ville connectée en lien avec la participation citoyenne. Je vais expliquer pourquoi on en est venu à faire ceci, mais avant, je voulais associer mes collègues, d'ailleurs, qui se trouvent tronqués en partie, de l'INRIA et aussi du CNAM et de l'IMT Bretagne Atlantique, et de nombreuses autres personnes qui ne sont pas listées parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et parce que c'est un projet qui a commencé en 2013. Donc le défi posé aux villes, alors ça ne rejoint pas tout à fait, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres que l'on a vu tout à l'heure, mais c'est des chiffres qui circulent et c'est l'échelle qui est importante. Donc le défi posé aux villes, ce que l'on sait, ce qui est toujours intéressant, on dit que 50% de la population mondiale vit en milieu urbain. Alors ce qui est plus intéressant, parce qu'on en parle moins souvent, c'est quand on met en rapport en fait la taille de la population, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a environ 7 milliards d'habitants sur la planète, et le forecast à 2050, c'est qu'on aura 65% de la population mondiale avec 9,5 milliards d'habitants. Donc c'est beaucoup d'habitants en ville, c'est une grande... c'est un pourcentage qui augmente, mais avec une population qui augmente significativement. Donc on a potentiellement un gros problème. Et donc le défi du développement durable, depuis le début on parle de la consommation des ressources, évidemment, en milieu urbain on va avoir une plus grande consommation de ressources, et il faut donc un développement durable, et on en entend beaucoup parler. Ce dont on entend parler moins, mais depuis quelques années ça commence quand même à faire émerger des réflexions, c'est que le développement durable en milieu urbain doit aussi ne pas se faire au détriment de la santé et du bien-être des habitants. Et il est essentiel de mettre cette santé et ce bien-être des habitants au centre de la réflexion. Par rapport à ça, il y a les promesses du numérique. Donc, je suis INRIA, donc mon institut s'intéresse aux sciences et technologies du numérique. Donc, forcément, on s'intéresse aux promesses du numérique et forcément, on dit qu'il y a les promesses du numérique. Donc là, j'ai repris des différentes images qui illustrent assez bien tout ce qu'on peut attendre du numérique et ce que le numérique permet déjà en partie. C'est donc tout ce qui est traitement énergétique, et on a une compréhension des dépenses énergétiques, comment optimiser, etc. Et donc ça fait appel à captation de données, traitement de données, analyse, éventuellement de l'IA, de plus en plus de l'IA, avec de la simulation numérique. On met tout ça ensemble et on comprend de mieux en mieux, et donc on est capable de faire de mieux en mieux, potentiellement. On a aussi tout ce qui est l'économie de partage. Donc le numérique a permis l'émergence des plateformes, et donc le développement des plateformes de partage. Alors, est-ce que c'est bon pour le citoyen? Est-ce que c'est bon pour le développement durable? C'est un sujet qui est, à mon avis, ouvert. Mais dans tous les cas, c'est vrai que l'économie de partage, en tout cas en termes de mobilité, permet potentiellement d'avoir moins de véhicules dans la ville, même si c'est toujours du véhicule et pas forcément du transport en commun, ce qu'on aimerait quand même avoir plus. L'économie de partage est quand même censée contribuer à ce développement durable. Par rapport à ça, toujours, alors je ne sais pas où est la lumière, où est-ce que j'utilise la lumière. Yes. Donc ça, je vais y revenir de manière assez longue dans mon exposé. C'est tout ce qui est le citoyen comme capteur, au sens positif du terme, bien sûr. Mais on peut apprendre de plus en plus d'informations grâce au citoyen, et le citoyen, en retour, peut apprendre de plus en plus de choses pour lui-même avoir un comportement contribuant à un développement durable. Et pas dernier parce que ce sera au centre, on a l'exemple bien entendu du véhicule autonome. Ayant passé pas mal de temps en Californie, c'était assez intéressant comme expérience, et de voir ce développement avec potentiellement donc du bien et du moins bien en termes de développement durable. Et posez-moi des questions et je serai ravie d'échanger sur ce sujet-là. Et donc globalement, oui, on est tous connectés, il y a une connexion de plus en plus grande, une connectivité de plus en plus grande, qui peut potentiellement contribuer à un développement durable de nos milieux urbains. Donc évidemment, les sciences et technologies du numérique pour de tels systèmes urbains, pour les systèmes urbains, quel est l'intérêt et quelles sont les promesses ou quelles sont les technologies de base, hein. C'est évident. On retrouve, donc j'ai listé tous les... Je suis en train d'éblouir quelqu'un ou pas? Donc j'ai listé à peu près toutes les technologies au centre des systèmes urbains.
donc les réseaux urbains où on a un problème de passage à l'échelle, l'Internet des objets, on a parlé des capteurs à peu près partout, l'informatique nomade qui est que le fait que l'on soit de plus en plus connecté, que l'on puisse de plus en plus contribuer. Par rapport à ça, on a l'informatique en nuage qui permet de collecter les données, enfin d'avoir une agrégation des données pour mieux analyser. J'ai pas parlé de l'évolution vers le edge et le fog computing parce que l'informatique en nuage commence à avoir un problème aussi, on l'utilise de plus en plus massivement, qui fait que l'exigence sur les réseaux et sur les ressources informatiques commence à devenir un problème, d'où le nouvel appel à la distribution. L'informatique ubiquitaire, donc qui est liée aux nomades, grande masse de données, analyse de données, apprentissage automatique, on peut tout mettre ça aussi sous intelligence artificielle, que je n'ai pas cité ici volontairement, mais qui, du point de vue technologie, fait donc appel, et scientifique, fait appel à différentes solutions. Et évidemment, les systèmes de systèmes où on vise à regrouper tous ces éléments. Donc tout ça pour en revenir, et ça va être le focus de mon exposé, c'est l'intérêt, c'est pour arriver à des systèmes urbains pour et par le citoyen, et donc de promouvoir et d'utiliser et de faire évoluer les sciences et technologies du numérique pour promouvoir des services urbains numériques innovants qui soient participatifs et respectueux de la vie privée. Et donc nous, en tant que scientifiques, parce que souvent on peut entendre que la Smart City, c'est déjà là, les technologies sont déjà là. Quand on commence à... Il y a beaucoup de problèmes qui restent, et on en a entendu certains précédemment. Et on les a encore plus à partir du moment où on s'intéresse au participatif et au respect de la vie privée. Ou en tout cas de manière complémentaire. Donc la participation citoyenne à l'ère du numérique, les deux images représentent assez bien. Donc quand on parle de système participatif ou de participation citoyenne dans l'urbain, on fait souvent appel à des réunions publiques où les citoyens, donc de différents horizons, vont pouvoir se réunir pour échanger sur un problème et contribuer à faire émerger des solutions. Donc ça, c'est ce qui se passe. Les méthodes de participation citoyenne se basent beaucoup sur des rencontres physiques. Et à côté de ça, ce que l'on a, c'est de plus en plus un monde connecté via les réseaux sociaux et via les téléphones. Donc il ne s'agit pas de mettre en opposition ces deux, que l'on peut dire extrêmes. Dans un cas, on se rencontre, on se réunit, éventuellement pas trop nombreux pour pouvoir s'entendre et se comprendre. Et à l'autre extrême, on est capable d'échanger à l'échelle de la planète, éventuellement avec un grand nombre de personnes que l'on ne connaît pas nécessairement, mais où éventuellement on se rencontre parce qu'on partage des intérêts. Et donc toute la question sur les méthodes de participation et donc les outils numériques pour cela, en lien évidemment avec des recherches dans le domaine des sciences sociales, c'est est-ce que l'on peut unir ces deux approches de telle sorte que les bonnes pratiques en termes de participation citoyenne puissent passer à l'échelle pour impliquer encore plus de citoyens, de manière positive évidemment. Donc ça nous amène aussi à Civic Tech et échelle de la participation, donc où on entend parler de démocratie participative. On est dans un monde où on est essentiellement sur de démocratie représentative. Et donc la vision, l'espoir, c'est d'arriver à une démocratie de plus en plus participative et où le numérique permet de s'impliquer, ou permet de faire entendre le citoyen et qu'il s'exprime plus volontiers, et donc s'implique de plus en plus. Donc je ne vais pas avoir la prétention de répondre à ces questions, je vais juste avoir la prétention que nous, à notre petite échelle, on a regardé des solutions, on s'est penché sur les problèmes et on a développé des bases de technologies qui peuvent éventuellement être exploitées dans ce contexte. Donc notamment Civic Tech et codécision, donc je l'aborde juste rapidement parce que je ne vais pas détailler ce projet. On s'est intéressé avec un professeur d'anthropologie à l'université de Berkeley de développer une plateforme qui contribue, ou qui facilite la participation au budget participatif. Donc je suppose que vous avez entendu parler des approches au budget participatif. Donc le budget participatif, c'est un pourcentage du budget de fonctionnement de la ville qui est réservé pour permettre qui est réservé pour la mise en œuvre de projets proposés, en partie développés et votés par les citoyens eux-mêmes. Et donc, quand on a commencé ce projet, donc en 2013, 2014,
c'est vrai que les plateformes de budget participatif en termes numériques étaient assez limitées et c'était essentiellement basé sur des réunions présentielles. Et donc le présentiel, qui a tout à fait un intérêt, a aussi une limite qui est que tout le monde ne veut pas participer aux réunions qui sont organisées dans les villes pour contribuer à ces débats sur les projets de budget participatif. Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à développer une plateforme que je ne développerai pas, mais c'est là aussi où la Civic Tech a un rôle à jouer, qui est comment engager les citoyens plus massivement dans ces projets liés à la démocratie participative. Et donc là, je vais venir à un exemple plus concret, plus techno, plus lié à mon domaine de recherche, qui est les systèmes distribués logiciels. Et c'est de faire appel à la puissance de la foule. Donc comme je l'ai dit, on a de plus en plus, grâce ou à cause des téléphones portables, on dit comme on veut, le moyen d'acquérir de l'information à partir des capteurs que portent les citoyens et en retour donner de l'information aux citoyens. Et donc ce qui est intéressant d'avoir dans ce contexte, c'est ce diagramme aussi. Enfin, on trouve différents diagrammes sur Internet sur le sujet. Mais ce qui est le cas, c'est qu'on a un pourcentage croissant d'utilisateurs de smartphones. On a plus de smartphones à l'heure actuelle dans le monde que de PC ou que de machines, enfin de devices informatiques autres que le mobile. Et donc c'est un véritable ordinateur à présent, et donc on est massivement connecté via ce téléphone portable. En plus, autre aspect, parce que je m'intéresse à l'urbain, mais des fois on dit oui, mais alors que tu t'intéresses que à l'urbain, il est aussi intéressant de voir ici, c'est ici le développement du téléphone en rural, et on voit qu'on a une croissance massive aussi. Donc la connectivité, et quels que soient les pays en fait, en voie de développement, développés, on a une croissance massive de l'utilisation des téléphones ressources informatiques. Donc à partir de là, on s'est intéressé à un projet spécifique, parce que ça c'était un petit peu que fait-on comme projet pour la participation, enfin comment offrir une solution à la participation citoyenne s'appuyant sur les équipements nomades. On s'est intéressé à comprendre les expositions aux pollutions environnementales avec l'idée sous-jacente qui est que le citoyen allait contribuer à notre connaissance des expositions, des expositions aux pollutions environnementales, et en contrepartie, au niveau des villes, etc., c'était apporter des solutions aux citoyens et lui montrer que l'information qu'il apporte est aussi utilisée pour développer des projets qui permettent de limiter cette exposition. Donc quand on prend les expositions aux pollutions environnementales, et je vais me focaliser ici sur le bruit, alors pourquoi le bruit? Pour deux raisons. La première, c'est que les téléphones de maintenant peuvent être utilisés pour avoir une information sur le bruit environnemental, ce qui est plus problématique pour les autres sources de pollution, voire pas encore vraiment possible. Donc ça, c'est techniquement, ça nous permettait de développer un projet qui était scientifiquement valide, enfin qui avait scientifiquement des bonnes bases et technologiquement les bonnes bases. Et l'autre point, c'est qu'arrivé aux États-Unis, la réglementation sur le bruit est un peu plus permissive. Et donc c'est vrai que quand on arrive aux États-Unis, même en vivant en région parisienne, on a un petit peu de mal avec tout le bruit ambiant continu. Et donc du coup, j'étais très sensible au bruit. Je me suis dit, OK, on va faire le bruit, comme ça on va un peu mieux comprendre. Donc les expositions aux pollutions environnementales, quelle que soit la source de pollution, mais en particulier le bruit, c'est généralement basé, donc la connaissance de ces pollutions, c'est basé sur deux choses. La simulation numérique, qui est basée, donc, qui s'appuie sur des modèles qui prennent en entrée notamment le trafic, qui est une grosse source de pollution en environnement urbain, et les autres sources d'émissions, ainsi que la géographie, la météo, etc. Donc ça, il y a des modèles qui existent. Je ne suis pas du tout experte, et on s'appuie sur la simulation numérique. Ces modèles sont ensuite enrichis et éventuellement corrigés via des capteurs dans l'infrastructure. L'intérêt de ces capteurs, c'est qu'ils sont de très haute qualité et donc fournissent des informations qui sont a priori de très haute qualité, mais ils sont très coûteux, tant en termes de coût initial qu'en termes de coût de maintenance, même si on arrive sur une baisse des coûts de par le développement et le déploiement de l'IoT. Mais c'est quand même très coûteux. Donc en alternative, on se dit, ah ben oui, mais on a les téléphones portables qui peuvent nous apporter une certaine source d'information pertinente, avec le défaut donc c'est ce qu'on appelle le crowd sensing, avec le défaut d'apporter une information de qualité moindre. Donc en masse,
très localisé, donc éventuellement qui peut permettre de couvrir tout le territoire urbain, parce que en général, les capteurs fixes sont implantés en des endroits très précis et peu nombreux, mais bien choisis. Et là, ça permet, avec le crowdsensing, d'avoir des informations très fines à l'échelle de la rue. On a l'autre source qui est aussi très intéressante, c'est tout ce qui est social sensing, qui est donc la contribution qualitative sur, par exemple, le bruit, c'est ce qui est représenté ici, via les réseaux sociaux. Donc des réseaux sociaux dédiés d'engagement du citoyen, etc. Et donc pour illustrer, on a fait cet exercice à San Francisco. Il y a le 311 qui existe, qui est pour collecter les plaintes, non pas liées comme le 911 en cas de problèmes critiques, mais pour collecter les plaintes des riverains sur les problèmes environnementaux. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a calé deux cartes. On a pris la carte du trafic, qui est, comme je l'ai dit, le trafic et aussi tout ce qui est collecte, qui sont des sources de bruit importantes. Et donc, on voit en rouge les axes de San Francisco où on a le plus haut trafic. Et donc, ce qu'on a repris sur le 311, on a extrait en fait les plaintes liées au bruit que l'on pouvait analyser sur les réseaux sociaux, enfin sur ce 311. Et ce qu'on voit, c'est que c'est tous les points bleus. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a un fort alignement en fait, des plaintes des riverains sur le bruit avec les sources de bruit. Donc, ceci dit, le fait de l'information qui vient des réseaux sociaux est une source d'information assez pertinente. Et notamment, chez Microsoft Research, il y a eu tout un travail sur analyser les informations sur les réseaux sociaux. Donc, ce que l'on a ici, donc là, ici, on a ce qu'on appelle la puissance de la foule pour avoir une information qui apporte un complément potentiel à l'infrastructure. Alors, juste, on va continuer, mais à ce stade de votre exposé, une question sur ce lien de confiance entre les citoyens et le numérique. Est-ce que le fait d'avoir à disposition ces outils-là et de modélisation de plus en plus avancés, de plus en plus sophistiqués, avec les différentes sources que vous avez parfaitement rappelées, c'est plutôt, tel que vous voyez les choses de manière consolidée, c'est plutôt en train d'alimenter une forme de confiance nouvelle entre les citoyens et le numérique, où on est au contraire dans ce moment un peu d'incertitude d'un lien parfois contesté entre justement le citoyen et le numérique. Est-ce que vous pouvez attendre la fin de l'exposé ? Ah ben écoutez, on va l'attendre. Parce que voilà, donc donc ce que je voulais dire, c'est que toute la recherche en fait apportée, alors le social on n'a pas encore fait, sauf que je vais y revenir après, enfin à la fin justement, à partir du crowdsensing pour apporter des éléments d'information, et est-ce que l'on peut exploiter cette information pour avoir une meilleure connaissance des expositions aux pollutions environnementales. Donc toute la recherche a porté sur le fait d'avoir une information de qualité suffisante, puisqu'on sait que potentiellement ça peut être... Et donc il y a deux dimensions. Il y a l'aspect mathématique et technique qui est d'apporter une information de qualité suffisante, et est-ce qu'on peut le faire ? Et après cela, de se poser la question du point de vue sociétal, est-ce qu'effectivement il y a une confiance du citoyen par rapport à cette démarche, et est-ce que le citoyen s'implique ? Et on a mené des études sur ces points, et donc je vais y revenir après, parce qu'il a quand même fallu développer une solution, la déployer, expérimenter, et avoir du retour d'usage. Et je ne sais pas quelle heure. Ok, j'ai le temps. Donc du coup, donc ce qui nous a amené à nous focaliser sur le crowdsensing, et donc en tant que chercheur sur les systèmes mobiles, et en particulier basé sur l'IoT, la question, c'était, en simplifiant, c'était est-ce qu'on peut faire au moins aussi bien avec beaucoup de capteurs d'éventuellement plus faible qualité qu'avec très peu de capteurs de grande qualité. En fait, la question a évolué, ou la réponse a évolué. Est-ce que de faire du crowdsensing permet d'enrichir les informations que l'on a déjà de manière pertinente et significative? Donc ceci nous a amené au défi scientifique suivant. La qualité des contributions, en termes, donc la qualité des observations obtenues à partir du téléphone portable, le fait de prendre en compte les multiples sources de données, et donc en lien avec la question que vous venez de me poser, qui est le fait d'avoir une foule plus ou moins impliquée dans cette collecte et dans cet échange d'informations et dans cette utilisation de l'information. Donc ça nous a conduit à développer une application initialement appelée Sound City et qui a évolué en Ambicity, puisqu'on a intégré la qualité de l'air, l'information sur la qualité de l'air dans un second temps.
Donc de la faible fiabilité des contributions, donc toujours focalisé sur le bruit. Ce que l'on voit ici, c'est donc ça montre, on a 2 capteurs étalonnés, donc 2 téléphones étalonnés. Donc on a ici deux téléphones qui sont étalonnés. Donc on voit que les observations concordent. Et on a ici un capteur non étalonné et on voit qu'il y a une divergence. Donc la question, c'est est-ce que l'on peut pallier cette divergence entre les capteurs? Donc une première solution, et une solution que l'on a développée, c'est le micro-étalonnage pour une meilleure fiabilité. Et donc ça nous conduit à mettre en place, donc ça c'est pour des citoyens qui sont engagés, qui veulent comprendre comment épolluer leur quartier et éventuellement trouver des solutions ou éventuellement alerter les governments, enfin les politiques, sur le problème. Et donc en fait on s'appuie sur un étalonnage à partir donc ici, on s'appuie sur un étalonnage à partir d'un outil de mesure précis. Et donc, on peut le faire dans un environnement très contrôlé, mais on peut le faire aussi sur des stands, comme on le fait parfois, et où les personnes viennent avec leur téléphone, et on étalonne leur téléphone, et donc, à partir de cela, les mesures qu'ils contribuent sont de fiabilité suffisante. Alors, la bonne surprise que l'on a eue en termes d'analyse des observations à partir du téléphone, c'est que tous les téléphones, pas de la même marque, mais d'un même modèle, ont à peu près le même biais. Enfin, en tout cas, sur les plages de bruit les plus significatives en milieu urbain, à l'extérieur. Je précise qu'on fait l'extérieur. Et donc, ça nous permet d'avoir une base de données des biais que l'on peut, comme ça, on peut corriger les biais des téléphones quand on a déjà étalonné le modèle ou quand on a connaissance de l'étalonnage du modèle. Et toujours via l'application, chacun peut aussi étalonner son téléphone en utilisant le téléphone d'un copain à côté qui, lui, a déjà étalonné en venant à un de nos stands. Donc ça, c'est très bien, c'est très performant en termes de qualité de l'information. Ça ne passe pas vraiment à l'échelle, parce que, comme vous imaginez, on ne peut pas mettre des stands à peu près partout. Et donc, il n'y a pas une population significative qui vient nous voir à chaque fois sur nos stands. Donc ceci nous a conduit en termes de recherche à nous intéresser au macro-étalonnage pour le passage à l'échelle, c'est-à-dire est-ce que on peut, en s'appuyant sur le fait que les personnes se rencontrent de manière spontanée ou parce qu'elles vont être dans une salle à un même endroit, est-ce qu'on peut s'appuyer sur le fait que les personnes sont au même endroit pour étalonner automatiquement leur téléphone sur la base qu'un des téléphones soit déjà étalonné. Et donc la bonne surprise, c'est qu'il y a effectivement, enfin qu'on avait déjà vu avec le micro-étalonnage, c'est qu'il y a effectivement régression linéaire entre les mesures prises par les téléphones. Donc on peut étalonner comme ça, de manière automatique. Alors évidemment, il faut qu'il y ait toute une bonne... que les téléphones soient en bonne position, etc. Mais c'est potentiellement faisable. Et donc on s'est dit... Mais pourquoi pas aller plus loin, notamment quand les personnes sont dans une salle de réunion, quand les personnes sont à un arrêt de bus, quand les personnes sont dans un bus, enfin, notamment parce que les transports en commun sont souvent pris qui sont des lieux où les personnes se rencontrent assez fréquemment. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas tirer profit du fait qu'on ait plusieurs téléphones pour mieux étalonner? Et donc là, c'est les maths associées à ce problème. Et donc, ça nous a conduit à implémenter un algorithme pour avoir un macro-étalonnage des téléphones sur la base de la rencontre spontanée des téléphones et à implémenter un système qui est associé à ça. Donc ça, ce n'est pas déployé en réel, enfin c'est déployé en labo. Parce que à ce stade, donc, il faut autant le micro-étalonnage, c'est-à-dire avec un device de qualité suffisante, ça fonctionne bien. Autant dans le cas du macro-étalonnage, c'est un petit peu c'est beaucoup de la recherche et si c'est prometteur, il y a quand même pas mal de restrictions. Donc à l'heure actuelle, ce que l'on peut affirmer, c'est que les résultats prometteurs sont en environnement contrôlé, c'est-à-dire quand on met dans une salle, qu'on génère les bruits, ou quand on est si on sait comment sont positionnés les téléphones, c'est assez prometteur. Alors qu'on est ici, dans le cas à présent, on est dans l'étude de l'application en environnement réel et on s'intéresse à une contribution collaborative contextuelle. Donc pour montrer que ça fonctionne bien et tout l'intérêt de l'approche, ici j'ai représenté à gauche, donc ici on a un téléphone qui n'est pas étalonné, ici on a un téléphone
qui est étalonné, et ici on a un téléphone qui est dans une poche, c'est-à-dire avec un frottement, une friction. Et donc ce que l'on arrive à voir, c'est en fait, le téléphone qui est étalonné, on arrive à voir que l'erreur résiduelle, une fois que l'on a appliqué le biais, en fait est limitée, et donc on peut étalonner le téléphone. En revanche, dans le cas d'un téléphone qui est dans une poche, ici c'est dans une poche, donc avec une friction, on s'aperçoit que l'erreur résiduelle, on détecte automatiquement que l'erreur résiduelle est trop importante, et donc il ne peut y avoir étalonnage. Donc ceci nous conduit à dire que l'on peut avoir de l'étalonnage automatique, éventuellement multipartie, qui permet d'accroître la qualité. Donc comme j'ai dit, j'insiste bien que les résultats sont très prometteurs en environnement contrôlé. Avant de le lâcher in the wild, on continue les expérimentations, et notamment les contrôles au niveau algorithmique. Alors, j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Mais vous allez me répondre que vous allez me répondre à la fin, mais néanmoins, et avec ce type de système, est-ce qu'on est plutôt en train de créer de la confiance dans la collaboration des citoyens dans les remontées d'informations, ou est-ce qu'on est au contraire en train de créer des systèmes de contrôle et de remontée de données de plus en plus sophistiqués à partir notamment des objets qui nous entourent, et du coup quel est le degré d'interaction dans la fabrication de ces outils? D'accord. Alors, je vais passer du coup, parce que vous semblez vraiment impatient sur le problème. Ah oui. Donc, donc je vais passer. Donc, juste pour dire que comme on est avec des infrastructures de plus en plus développées en IoT, on peut aussi avoir une contribution et une collaboration entre l'infrastructure et le mobile, en termes d'économie de ressources énergétiques, de réseaux, etc. Je vous invite, contactez-moi, je vous donnerai des éléments de réponse sur ça. Et donc, je vais passer à la perspective sociétale, vu que c'est le sujet qui vous intéresse. Et donc, donc l'application est disponible depuis, on l'a lancée la première version, on l'a lancée en été 2015 avec le soutien de la ville de Paris, qui nous a permis d'avoir des utilisateurs. Et donc, ça nous a permis d'avoir un retour d'expérience, et aussi de communiquer et d'échanger avec différents utilisateurs. Et donc, la perspective sociétale sur ce genre d'application, donc on a eu de l'ordre de 15 000 téléchargements au total, et on a de l'ordre de 2000 contributeurs vraiment engagés, c'est-à-dire qui contribuent continuellement. Et donc ça nous a amené, ça a amené à une question, donc ça c'est une collaboration entre chercheurs du numérique et chercheurs sciences sociales. C'est l'appropriation de ce genre d'outils d'innovation et outils numériques, c'est-à-dire que nous, on l'a développé avec nos connaissances technologiques, voyant toutes les bonnes choses, ou potentiellement toutes les choses que l'on pouvait faire, et où on pouvait s'amuser aussi, parce qu'on est chercheur et on aime bien s'amuser en développant des techniques. Et donc ça a conduit à toute une panoplie de fonctionnalités sur la base de cette information sur le bruit environnemental, et qui va donc de connaître son exposition en ayant des informations sur l'impact sur la santé. Ça inclut aussi le fait de cartographier son quartier, donc de prendre des mesures de manière intensive. En association, on va collecter des mesures dans son quartier pour pouvoir avoir une cartographie du bruit du quartier, mieux connaître son quartier. On a aussi l'information sur la meilleure route à prendre pour minimiser son exposition au bruit, voire à la qualité de l'air, suivant ce que l'on veut. Et donc, par rapport à ça, le retour... Et après, on a lancé aussi un questionnaire, donc, où on a eu un peu moins d'une centaine de réponses, et on a aussi interviewé différents utilisateurs, notamment dans le cadre d'organisation de ce qu'on appelle des marches dans des quartiers pour cartographier le bruit. Et donc c'est assez intéressant. Donc en fait, on n'a pas eu de retour oui, vous nous fliquez. Donc là, donc déjà, je pense que le fait que l'on soit institut de recherche, que l'on mette en avant la démarche rigoureuse, il y a un problème. Oh là là, je suis en retard. Le fait que l'on mette en avant la démarche rigoureuse a aussi pas mal contribué au fait que l'on ait été pris, pas comme des voleurs d'informations. Et de toute façon, ce que l'on a vu aussi, c'est que les personnes, donc le fait de connaître son exposition individuelle, on n'a pas besoin de connectivité réseau, on peut ne pas partager ces données, on peut très bien les garder pour soi et ne pas partager. Donc ça, c'est vraiment au choix de l'utilisateur. Donc les données qui sont remontées, c'est vraiment pour les utilisateurs, en fait, qui veulent contribuer à la connaissance, qui sont
sensibilisés aux pollutions environnementales et qui veulent mieux permettre de mieux comprendre. Et donc, on a eu des échanges comme ça, on a eu et donc ça a conduit en fait à des spécialisations de l'application. Et donc, je vais mentionner 2 expérimentations que on a commencé à mener. Il y en a une avec le zoo d'Helsinki. Donc, le zoo d'Helsinki, il y a des travaux qui sont en cours, qui vont durer un peu plus d'1 an. Donc, le zoo est sur une île et il va y avoir toute une urbanisation du quartier qui va contribuer donc, il y a des constructions massives, notamment une ligne de tramway, etc. Et donc, ça a conduit à étudier les personnes du zoo et notamment donc les vétérinaires sont venus nous voir, parce qu'on travaille aussi avec le service d'innovation de la ville d'Helsinki, en disant est-ce que l'on peut suivre comme ça toute l'année les bruits, les expositions au bruit des animaux et voir, et donc comme ça, eux, ça leur permet de voir si ça a un impact sur la vie des animaux. Donc ça, du coup, c'est vraiment en lien avec la société qui se pose des questions et donc qui voit l'intérêt. Au niveau scolaire aussi, c'est intéressant parce que comprendre la pollution environnementale et aussi comprendre que nous-mêmes, on contribue à la génération de cette pollution, est, à mon avis, important. Et éduquer les plus jeunes dès le départ pour qu'ils comprennent est intéressant. Et donc, on a développé une application très spécialisée pour que dans l'environnement scolaire, les élèves essayent de comprendre de comprendre le bruit. Est-ce que c'est pénalisant, est-ce que c'est gênant ou pas, et eux-mêmes, comment ils ressentent le bruit. Donc, en fait, en différents points de l'école, on déploie des tablettes ou où ils peuvent avoir accès au téléphone. Et ils peuvent comparer le bruit avec leur ressenti. Et donc, notamment, ça permet d'analyser comme cela que dans certains cas où c'est très calme, ils vont trouver que c'est trop bruyant. Et inversement, quand c'est très bruyant, ils vont trouver que c'est très bien. Donc voilà, donc ça permet de mieux comprendre. Donc voilà, donc pour répondre à la question, on ne peut certainement pas répondre oui ou non, mais ce genre d'outil, et c'est ça la réponse en fait, c'est que ce genre d'outil est utilisé de manière très spécialisée par chaque individu. Et on ne peut pas fournir un outil qui va répondre à tout le monde. Et donc, en fait, le point de notre recherche l'a amené, si technologiquement et techniquement on a répondu à un certain nombre de questions, une question qui reste, c'est comment on peut avoir une appropriation optimisée, et c'est donc de permettre à chacun de s'approprier et de spécialiser l'application. Et donc, juste pour conclure, parce que je sens bien qu'il faut que je conclue, il y a cet exemple-là qui est très, très intéressant, qui est assez rigolo dans les interviews qu'on a eues. C'est un jeune musicien où sa mère lui a dit d'utiliser l'application pour voir qu'il n'allait pas déranger trop les voisins. Puisque comme ça, ça permet de mesurer le bruit qu'il génère et de voir que ce n'est pas trop pénalisant pour les voisins. Donc des outils comme ça, non, je ne pense pas que... Alors évidemment, ça remonte beaucoup d'informations, mais nous, on travaille aussi sur le respect de la vie privée, donc les informations ne sont jamais divulguées au niveau de l'individu. Elles sont toujours agrégées avant d'être mises, c'est-à-dire en carte au niveau de la carte, avant d'être diffusées. Et on s'intéresse après à des technos pour encore accroître le respect de la vie privée. Donc voilà, donc ça c'est les interfaces. Et donc je vais finir. Et donc je vais juste finir sur ce slide. Parce que... Pourquoi j'ai fini ? Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On peut applaudir Valérie Sarny. Et donc, en conclusion, les technologies peuvent et doivent aider à relever les défis posés aux villes. Oui, effectivement, probablement, c'est quelque chose auquel on n'échappera pas. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de conclure notre échange, vous avez tous été très patients, vous avez une réaction ou des remarques aux propos qui ont été échangés en vous écoutant? Je pensais notamment à des systèmes également tout à fait intéressants qui ont été développés à Amsterdam, par exemple, en matière de gestion de crise dans des situations de foule, en utilisant aussi le recours comme ça aux instruments de détection de présence à travers des téléphones portables et des logiciels qui vont avec. Donc c'est vraiment des choses qui se développent. Peut-être un dernier commentaire de la part des uns et des autres, puisqu'on a eu ce regard sociétal, on a eu ce regard sur la recherche, on a eu également ces expériences entrepreneuriales. En un mot, qui veut conclure? Michel ?
Oui, alors je voudrais juste réagir par rapport à la présentation très intéressante qui a été faite. Ça me fait dire que ce site est moins exotique que le zoo d'Helsinki, mais je pense que ce campus urbain pourrait vraiment être un lieu d'expérimentation très intéressant pour ce type d'innovation, voilà, à l'interface entre des sujets très technologiques, le numérique et les sciences humaines et sociales, parce qu'on voit bien tout le potentiel pour des phénomènes comme l'exposition au bruit, l'exposition aux pollutions locales, la question des îlots de chaleur. À la fois, les citoyens peuvent faire remonter de l'information pour permettre aux maîtres d'ouvrage, aux opérateurs de mieux comprendre certains phénomènes, certaines nuisances et essayer d'y remédier. Et en même temps, de l'autre côté, on peut donner en temps réel demain une information qui va être bientôt disponible en fait, sur le niveau de pollution, d'exposition au bruit, d'îlots de chaleur, etc. Et de voir qu'est-ce que les citoyens peuvent en faire. On ne veut pas créer des vagues de panique, on ne veut pas non plus déprécier la valeur de territoire qui serait pollué, etc. Mais voilà, comment faire en sorte que les citoyens s'approprient, peut-être modifient leurs activités, leurs comportements, leurs horaires, leur cheminement en fonction d'une information donnée en temps réel. Je pense que c'est typiquement des choses qu'on pourrait expérimenter avec les chercheurs, les étudiants de ce site, avec l'appui des collectivités. Je dirais l'appel est lancé effectivement pour que ce campus puisse recourir à ces éléments de technologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions depuis la salle? Non, pas nécessairement. Dans ce cas, je vous propose qu'on conclue notre séquence. Dans 3 minutes, après peut-être le temps de prendre un café ou de boire un verre d'eau, nous avons les interventions finales de clôture de ces 2 journées de travail, ce qui sera l'occasion non pas de revenir et de faire une synthèse de l'ensemble des échanges dans les 9 tables rondes, dans les 3 séquences plénières, des visites, de la conférence qu'il y a eu hier soir aussi à Champs-sur-Marne autour de la question des données et de la transformation de la société et de ces enjeux de confiance. Les interventions aussi d'ouverture qui nous ont rappelé l'importance du lien avec les territoires. Merci beaucoup. Ne partez pas, restez avec nous pour dresser un premier bilan à chaud de ces 2 journées de travail des Future Days, éminemment interdisciplinaires, et pour évoquer peut-être quelques pistes de travail pour 2019 et pour la suite. Merci beaucoup, merci à tous.